Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, faire avancer le processus de paix au Nord Mali. Engagement formulé par le président Ibrahim Boubacar Keïta à la tribune de l'ONU. Il se dit déterminé à l'heure où des groupes signataires de l'accord d'Alger sont accusés de jouer un double jeu. Accord d'Alger dont l'application peine à avancer. Plus de 3 ans après la signature de cet accord, peut-il encore être sauvé? Quel avenir pour le Nord Mali? On en parle dans le débat. Au programme également le 4e volet de notre dossier de la semaine sur l'élection présidentielle au Cameroun. Nous nous intéresserons au défi de la diversification de l'économie. Le Cameroun qui depuis plusieurs années mise de plus en plus sur son agriculture. Dans la 3e partie de cette émission, une politique défaillante, des infrastructures publiques inadaptées et une discrimination persistante dénoncent les associations qui leur viennent en aide. Gros plan sur l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées à l'heure où encore 90% d'entre eux n'ont jamais été scolarisés. Voilà pour les titres. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, Monsieur Jean-Marie Talley, bonsoir. Bonsoir Zara, bonsoir téléspectateurs. Vous êtes le directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. À vos côtés, Monsieur Jean-Michel Onondi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et responsable de projet dans le secteur des moyens de paiement. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. À mes côtés, Monsieur Willy Elfej Mebatoussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en marketing. Merci à tous les trois d'être présents pour ce débat. Place tout de suite à l'actualité politique. La sécurisation du Mali, priorité affichée du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali où des zones entières continuent d'échapper au contrôle des forces maliennes. Françaises aident l'ONU, régulièrement visée par des attaques meurtrières. Malgré l'accord de paix avec l'ex-rébellion à dominante Touareg, censé isoler définitivement les djihadistes. À l'Assemblée générale des Nations Unies à New York ce mercredi, le chef de l'État malien s'engage à faire avancer le processus de paix. Je vous propose de l'écouter. Au sortir de cette élection, j'ai pris la pleine mesure de la confiance que la nation malienne vient de renouveler à ma modeste personne. C'est pourquoi je me suis engagé à restaurer la confiance entre l'État et les citoyens, à améliorer davantage la gouvernance du pays. Parallèlement, je travaillerai sans relâche à la mise en œuvre diligente et inclusive de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, qui, je ne cesserai jamais de le répéter, est la seule alternative pour mon pays, pour renouer avec la paix, la stabilité, condition sine qua non de tout développement. Pour atteindre ces objectifs, dans le contexte qui est celui de mon pays, une union sacrée de toutes les forces vives de la nation s'impose. De même, je réitère mon engagement indéfectible à privilégier le dialogue et la concertation pour la gestion des affaires publiques. Donc, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta à la tribune des Nations Unies ce mercredi. Il est donc question de l'accord de paix d'Alger signé en 2015, véritable serpent de mer depuis plus de 3 ans. Alors, ces dernières années quand même ont été marquées par la mise en place des autorités intérimaires dans les 5 régions du Nord Mali. On a également le démarrage de la phase de pré-enregistrement pour le désarmement, démobilisation et réintégration des combattants. Est-ce que enfin le processus est sur le point d'avancer? Jean-Marie Talley. Merci Zara. Alors dire que le processus est sur le point d'avancer, ce serait difficile à dire, dans le sens de dire oui ou non pour l'instant. Le véritable problème, c'est que toutes les parties qui ont signé le processus, en tout cas qui ont signé les accords d'Alger en 2015, que toutes ces parties soient d'accord pour faire la réconciliation, pour faire la paix. À un moment donné, les Touaregs qui au départ étaient pour, ils ont fait un semblant de réconciliation, mais après, tout a éclaté, tout le monde est reparti dans sa direction. Or, tout le nord du Mali, aujourd'hui, après
des accords qui avaient été signés, il n'y a pratiquement plus personne qui les respecte. Il n'y a plus personne. Et il est obligé, vous avez entendu le président dans son discours, aller aux Nations Unies pour demander et pour dire ce qu'il a dit. Il n'a pas le choix de demander, de dire ce qu'il a dit, parce qu'actuellement, pour que le Mali redevienne un pays normal, un pays stable, un pays paisible, il faut qu'on respecte simplement les accords qui ont été arrêtés, les conclusions qui ont été arrêtées dans les accords d'Alger. Mais pour l'instant, on en est encore loin, parce que vous savez que les accords ont été signés par le Mali, le Niger, le Nigeria, le Tchad, la CEDEAO, l'Union européenne, les Nations Unies, tout un ensemble de pays, mais quand on regarde, on a l'impression que le Mali tout seul, avec probablement un peu la France à côté, s'active pour faire un certain nombre de choses vers la réconciliation. Ça n'a pas, vous savez, le Mali est pratiquement 17 fois plus grand que la France. Alors quand vous imaginez un pays comme le Mali, qui doit gérer un peu tout ce qu'il a géré avec les djihadistes éparpillés un peu partout, qui ont envoyé le nord et le centre du Mali, et que le Mali tout seul, sans moyens financiers, sans moyens en termes d'hommes formés, capables, parce que tous les jours, quand ça continue, ça s'épuise. Vous comprenez que ce n'est pas toujours évident qu'on dise qu'on va vers l'application et qu'on va directement vers la paix. Il y a encore beaucoup de négociations, et le plan du nouveau mandat du président Keïta va dans le sens de mettre d'abord en place le processus qu'on a engagé depuis Alger. S'il le met en place, sa politique pourra tenir. Mais tant que ce n'est pas mis en place, on doute fort bien qu'il aille plus loin. Jean-Michel Onondi, finalement, l'interrogation demeure toujours autour donc, de l'application de l'accord de paix d'Alger. Alors, c'est vrai que le problème est complexe, qu'on vient de le signaler Jean-Marie. Il y a beaucoup de composantes, il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup d'intervenants. Et effectivement, ça fait un certain temps que ça dure. Alors, je pense que ça doit déjà faire réfléchir, effectivement, certains qui ont des velléités de sécession par-ci, par-là, parce qu'effectivement, une fois qu'on est engagé dans ce processus, c'est très difficile, après, de remettre les choses en place. L'avantage qu'on a par rapport à cet accord, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs pays africains qui se sont assis, et donc il y a déjà une sorte de solution afro-africaine par rapport à cette problématique-là. Donc effectivement, on ne peut qu'espérer que cette solution puisse se mettre en route. Willy Elfej Miabatoussa. Écoutez, moi j'aurais tendance à être un peu plus nuancé quand même. Bon, déjà, pour revenir sur l'intervention du président Ibrahim Boubacar Keïta, il est dans sa posture politique, on va dire. C'est-à-dire qu'il a ce devoir, déjà d'une part, de montrer qu'il a des velléités d'améliorer la situation, notamment sécuritaire, dans le Nord Mali. Et c'est aussi une manière, je pense, de rétablir un peu, de mettre en lumière cette volonté de rétablir l'autorité de l'État. Vous avez souligné qu'il y a eu la mise en place des autorités intermédiaires, intérimaires dans certaines régions. C'est vrai, mais sauf que quand on regarde sur l'ambiance, l'environnement dans ces différentes régions, on se rend compte qu'effectivement, les inimitiés qui persistent encore entre les différentes factions rebelles contreviennent finalement au bon fonctionnement de ces institutions. Et donc déjà, ça fait déjà des points de réflexion supplémentaires. Alors, je pense que déjà, quand on regarde un peu l'origine des accords de paix du Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta, à mon avis, dans sa politique, devrait miser aussi sur, je pense, beaucoup plus de concertation. Parce que de ce que j'observe, j'ai l'impression que ce qui bloque, et autant du côté des rebelles, donc on a le comité de l'Azawad qui tergiverse sur un certain nombre de velléités, mais on voit aussi que la partie malienne n'a pas su à un moment donné aussi accéder à certaines requêtes. Je veux par exemple voir la question du désarmement et surtout de la réinsertion des rebelles. Oui. Là, on voit que c'est encore, on est encore dans les atermoiements. Donc, il y a énormément de champs sur lesquels, à mon avis, il convient de se focaliser, mais cette fois-ci de manière ferme, car là, il faut le dire, le projet il peine à avancer, il ne faudrait pas que ça reste lettre morte, on va dire. Alors, oui, sauf que, vu comme ça, il faut de la concertation, mais en même temps, il faut que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. Et on n'a pas l'impression que tous le font. Il ne faut pas oublier que le Mali, si on prend le côté gouvernemental, donc le président Ibrahim, il représente l'État, donc on va dire le gouvernement loyal.
Donc tous les autres devraient composer avec. Donc ce n'est pas forcément à lui tout seul de composer. Mais quand on regarde, pour la sauvegarde d'abord des frontières de l'État, parce que beaucoup, quand on entend un petit peu, on suit les disputes, il faut entre guillemets, faire éclater l'État malien. Complètement. Or, ce n'est pas le cas. Donc il faudrait plutôt aller dans le sens de l'unification, de la réconciliation, mais beaucoup ne sont pas très prêts. Et à côté de ça, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de moyens. Tous ceux qui ont signé des accords, qui étaient là, l'Union africaine, on se pose la question, qu'est-ce que l'Union africaine fait aujourd'hui? Parce que l'Union africaine était présente. L'Union européenne était là. Donc aujourd'hui, on ne voit que la France. La France vient de larguer, il me semble, ces jours-ci, une centaine ou 120 ou 130 parachutistes encore. Mais à l'intérieur, il n'y a pas que les rebelles. Il y a les djihadistes qui y sont. Et donc qui ont pénétré toute la zone, vous avez toute la zone du nord, toute la zone du centre du Mali, donc qui est complètement envahie et qui est devenue poreuse un peu pour tout. Et l'État malien n'a pas forcément les moyens, n'a pas suffisamment les moyens. Alors il y a beaucoup de gens dans ces organisations-là. Et le jour où on a signé des accords, tout le monde s'est engagé à aider l'État malien, donc le gouvernement malien, financièrement et matériellement, à pouvoir faire face. Sauf que les gens ont réagi, comme d'habitude en Afrique, on prend des engagements, mais personne ne réagit et personne ne passe à la caisse après. Donc ils se retrouvent dans cette situation où il faut qu'il aille aux Nations Unies pour rappeler qu'il y a des gens qui s'étaient engagés, donnez-nous, apportez les moyens pour lesquels vous étiez engagés pour qu'on puisse aller de l'avant. Et donc il est déjà heurté à ça aujourd'hui. Son principal problème. Alors, l'ONU qui, il y a quelques semaines, a dressé un rapport qui dénonçait une collusion entre les groupes armés qui sont censés être alliés, voilà, qui seraient en tout cas en lien avec des actes terroristes. Et est-ce que le gouvernement malien, finalement, n'est pas là face à un nouvel obstacle quant à la mise en application du processus de paix? Donc, peut-être un double jeu mené par les groupes rebelles. Alors effectivement, il y a ces risques-là et je fais un parallèle par exemple avec la situation qu'on a connue concernant Boko Haram où il a fallu une association en bonne et due forme entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Pendant plusieurs années, chacun de ces pays se regardait en chien de faïence en disant « ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre ». Et effectivement, ce mouvement n'a fait que prospérer. Et à un moment donné, ils se sont dit, ben, si on laisse faire, on va perdre des pans de souveraineté dans nos propres pays. Et là, ils se sont alliés, ils ont mis en œuvre des forces de façon commune. Et je pense qu'effectivement, il faudrait qu'au Mali, les différents pays puissent effectivement avoir cette approche-là. Sinon, il y aura toujours ce jeu, ce double jeu, des uns qui disent oui et qui par derrière disent non. Donc ça, c'est important qu'il y ait effectivement l'ensemble des pays frontaliers qui aussi mouillent le maillot pour pouvoir trouver des solutions par rapport au Mali. Oui, en complément de ce qu'il vient de dire, il faut surtout aussi ne pas perdre de vue que le Mali est un pays immensément riche en ressources naturelles ou en ressources minières aussi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de partage d'abord des richesses, partage de manière, on ne va pas dire équitable, mais en tout cas de partage des richesses pour que chaque groupe ou chaque région ou chacun trouve son compte pour que ça puisse calmer les velléités et résoudre la problématique essentielle qui est d'abord économique. Donc peut-être qu'il faudrait déjà passer par là pour voir une nouvelle répartition, une nouvelle clé de répartition des richesses qui relance l'économie, parce que le maître mot c'est d'abord la relance de l'économie qui pourrait certainement atténuer la paupérisation qui amène les gens à se radicaliser et puis à devenir un peu ce qu'on voit, qui deviennent un peu les éléments qu'on utilise, que les djihadistes et les terroristes utilisent à souhait. Et sans forcément qu'ils aient de l'explication, sans forcément qu'ils comprennent même pourquoi ils se battent, et pourquoi ils tuent, et pourquoi ils se font tuer. Donc le gouvernement devrait peut-être aller, si je pouvais à ce moment-là faire, tendre vers l'élément de réconciliation venant de l'État loyal, donc du gouvernement central. C'est plus voir s'il n'est pas une question de répartition des richesses sur l'ensemble du pays. Donc la réponse ne doit pas être que militaire. Willy El-Fejmaba, tout ça. Non, mais écoutez, pour compléter un peu ce qui a été dit, c'est que la réponse non seulement ne doit pas être que militaire, il y a d'abord une grosse partie de coordination. Monsieur, vous l'avez si bien rappelé qu'il y a un certain nombre de parties prenantes qui se sont impliquées dans le cadre de la signation de ces accords. Et on a aussi un comité de suivi qui régulièrement s'est réuni. Et je pense que déjà l'accent devrait être mis à ce niveau. Et pour faire un peu le point avec ce qui a été dit concernant la partie économique, effectivement, la question de la répartition doit être abordée car on se rend compte qu'au niveau des différentes chefferies, par exemple des rebelles,
gestion des ressources humaines est quand même un élément central aussi des ressources naturelles, est quand même un élément central de leur réflexion. Et à mon avis, c'est un point qui mériterait d'être approfondi. Et le dernier point aussi que j'aimerais évoquer, c'est que, malheureusement, c'est triste à dire, la guerre reste aussi une question de business. Donc, reste à savoir aussi qui est-ce qui aurait vocation à voir cette situation perdurer quand on sait que les différents événements ou les différentes actions qui sont mises en œuvre, notamment dans le cadre des actions collectives, font circuler un certain nombre de sommes. Bon, je pense qu'il y a de quoi creuser là-dessus. Oui, malheureusement. En fait, ce qui s'explique, c'est que l'argent, la gestion des budgets des guerres ne sont pas très souvent des virements ou des transferts d'argent, c'est de l'espèce. Et il y a des gens qui, malheureusement, sont cupides et en tirent profit. Malheureusement. Alors, Jean-Michel Onondi, alors les violences terroristes des rebelles, on l'a dit tout à l'heure, sont partis du nord et puis sont en train de s'étendre vers le centre et le sud du Mali, même vers le Burkina Faso, le Niger et les États voisins. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même matière à s'interroger aussi sur la volonté réelle du gouvernement malien à mettre en application cet accord de paix ? Alors, comme l'a dit tantôt Jean-Marie, je crois que la volonté du gouvernement, elle est là. Parce que si effectivement il n'y a pas cette volonté, elle ne pourra pas aller de l'avant. Donc il faut effectivement que cette volonté se matérialise par un certain nombre de faits concrets, par un certain nombre de propositions, et surtout qu'il y ait effectivement cette implication de la population. Parce que quand on voit effectivement que petit à petit la guerre ne fait que descendre, on se dit jusqu'où ça va s'arrêter et jusqu'où ça va aller. Il y a déjà un certain nombre de pays qui sont impactés et effectivement ça peut vraiment être une sorte d'explosion au niveau de toute cette sous-région-là. Donc il faut effectivement que le président malien, que les autorités maliennes mettent en avant leur volonté de dialogue, leur volonté de discussion et d'implication de l'ensemble des populations. Ça, c'est très important. Willy Elfej-Miabatoussin. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que c'est important qu'ils puissent véritablement mettre l'accent sur cette volonté de vouloir améliorer la situation, car il faut rappeler quand même que c'est aussi le fait que le conflit se soit exporté vers le sud qui avait provoqué l'entrée peut-être en guerre de la France via l'opération Serval. Et je pense que ce sont des choses qui, à mon avis, aujourd'hui auraient des répercussions un peu plus larges sur le reste de la sous-région. Alors, une situation, bien sûr, on rappelle quand même que 4,1 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire en raison donc de cette crise au nord et au centre du Mali. Merci pour ce débat, merci à tous les trois. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.